Alors que le petit prince Georges vient à peine de voir le jour, une bataille juridique s'engage aujourd'hui en Cour supérieure du Québec. C'est pas sûr que le prince va y porter attention, mais probablement que le palais de Buckingham, oui, et les parlementaires britanniques aussi. Au cœur du problème, c'est la loi sur la succession au trône d'Angleterre. Tout le monde s'entend sur le principe de la loi, c'est-à-dire de permettre à une femme d'accéder au trône si, par exemple, elle est l'aînée des enfants de la famille royale. Actuellement, si elle est l'aînée et qu'elle a un frère plus jeune, c'est le frère plus jeune qui devient roi. Alors, tout le monde s'entend sur le fait qu'une fille aînée devrait pouvoir accéder au trône. Tous les pays du Commonwealth doivent accepter la modification. Ottawa a donc adopté une loi, mais sans consulter les provinces. Est-ce que ça respecte ou non la Constitution? C'est ça, en fait, le débat qui commence devant les tribunaux. Et pour en parler, j'ai avec moi le professeur de droit de l'Université de Montréal, Stéphane Beaulac. Monsieur Beaulac, bonsoir. Bonsoir. Je suis pas sûr que tout le monde a lu la loi constitutionnelle de 1982, en particulier l'article 41 que je vais soumettre à nos téléspectateurs et qui fait litige. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le Grand Sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l'Assemblée législative de chaque province, pour notamment la charge de la reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur. Il y a d'autres cas qui sont aussi cités dans la loi, mais celle qui nous intéresse, c'est l'alinéa A. D'abord, qu'est-ce que c'est la charge de reine? Avant, si vous permettez, c'est pour situer les téléspectateurs, l'article 41 dont vous avez fait la lecture est dans la section de la loi constitutionnelle de 1982 qui porte sur la formule d'amendement. C'est quelque chose qui, évidemment, est nouveau depuis le rapatriement de la Constitution en 1982. Donc, quand on veut changer la Constitution. Quand on a rapatrié la Constitution et ajouté la Charte canadienne des droits et libertés, et on a ajouté principalement, d'autres trucs secondaires, mais principalement cette formule d'amendement. L'article 41 en question, et je vais aller à l'alinéa dans un moment, mais il s'agit de une des principales dispositions qui requiert ce qu'on appelle, dans le jargon du droit constitutionnel canadien, l'unanimité des provinces. Il y a une autre formule, on fait référence comme étant la 750. 7 provinces représentant 50 de la population canadienne. Les matières qui sont visées par l'article 41, et ça comprend la charge de la reine, pardon, j'y vais dans un moment, ça requiert l'unanimité. Ça voudrait dire que si une matière tombe sous le coup de 41, on doit avoir non seulement l'approbation d'Ottawa, mais également des 10 provinces. Et c'est ça, essentiellement, qu'on prétend fait défaut en l'espèce. Maintenant, vous l'avez souligné, la question, c'est de savoir si les règles de succession au trône constituent une matière qui tombe sous le coup de l'article 41, précisément 41A, et encore plus précisément cette fameuse expression « charge de la reine ». Plusieurs intervenants constitutionnalistes et gens en sciences politiques sont d'avis qu'on doit absolument distinguer les fonctions, les droits, les privilèges de la couronne britannique, qu'est-ce qu'on appelle la charge ou les charges de la reine, d'une part, distinguer ça de la personne qui exerce ses fonctions, ses pouvoirs, les charges, donc la personne qui est le représentant de la monarchie britannique, maintenant Élisabeth II. Si on distingue les deux, comme à mon avis, c'est dans cette école que je me situe, l'argument mis de l'avant par les collègues de l'Université Laval ne tiendrait pas la route parce que, justement, le fait d'affecter qui peut occuper le rôle de monarque pour les fins des pays du Commonwealth, dont le Canada, ne constitue pas une charge de la reine. Le gouvernement fédéral est un peu comme, de votre avis, je présume, dit que la charge de la reine, ça touche l'institution et pas la personne qui occupe le trône. Or, quand on modifie les règles de succession au trône, on touche directement la personne qui va occuper le trône, donc ça ne tombe pas dans la charge. Quels sont les arguments des gens de l'Université Laval que vous avez nommés qui contestent la démarche d'Ottawa, qui n'a donc pas consulté les provinces pour cette modification? Pour faire justice à la cause qui est présentée devant les tribunaux, il y a l'aspect article 41, mais on met également en doute la validité de la loi adoptée à Ottawa en mars dernier sur la base d'une discrimination et également sur la base que la loi canadienne ferait référence à une loi britannique qui n'est pas dans les deux langues officielles. Donc, l'argument est tripartite.
Pour revenir à l'argument principal qui repose sur l'article 41A, les collègues de l'Université Laval, essentiellement, pour résumer à l'essentiel, il y a des nuances, là, mais pour aller à l'essentiel, c'est qu'on prétend que les fonctions et la personne qui assume ces fonctions, c'est deux choses indissociables. Or, si c'est indissociable, ça tomberait sous le coup de 41A et Ottawa n'aurait pas pu agir de façon unilatérale sans l'accord des provinces. En même temps, il y a des gens qui vont se dire, si tout le monde est d'accord pour qu'on modifie les règles d'accession au trône, pourquoi on s'enfarge dans les fleurs du tapis, là, c'est une expression consacrée, avec cette procédure devant les tribunaux? Bien, c'est peut-être... Bien, il y a un premier point. Il y a une certaine ironie de voir que l'argument est mis de l'avant par des gens qui, sauf erreur, là, ne semblent pas prôner le maintien de la monarchie au Canada. D'autre part, leurs avocats sont des souverainistes convaincus, notamment. Oui, bon, j'aimerais qu'on n'embarquera pas au sur niveau le constitutionnel. Embarquons pas sur le mais terrain politique. bon, il y a toujours des façons, des angles d'aborder les questions constitutionnelles. Puis habituellement, ces intervenants ne sont pas très chauds à l'idée de maintenir un rôle prédominant pour la monarchie au Canada. Maintenant, au niveau de l'argument comme tel, si on se retire un peu des détails, des technicalités du droit constitutionnel, on peut certainement imaginer que la démarche est faite dans une certaine mesure pour dénoncer l'attitude unilatérale du gouvernement fédéral. Et ici, je pense que le précédent, le valeur de comparable de l'Australie est intéressant. L'Australie, c'est une autre fédération semblable, différente aussi, par rapport à plusieurs aspects du Canada. Mais en Australie, on a adopté aussi, comme le Canada, une loi pour donner suite à la loi britannique sur la succession au trône. Mais on l'a fait en consultation et avec l'accord des États fédérés australiens. En faisant cela, on s'assure évidemment qu'il n'y a pas de contestation devant les tribunaux, ce qu'on voit au pays. Et on s'assure par ailleurs, au niveau du principe constitutionnel, de droit constitutionnel, mais également de sciences politiques, le fameux principe de fédéralisme coopératif. Où on implique tout le monde, finalement. Où on implique, où on s'assure, surtout si tout le monde est d'accord, qu'il n'y aura pas, a posteriori, des contestations qui, finalement, vont juste permettre aux avocats d'engager des ça aurait frais. peut-être été plus simple de le faire. Juste en quelques secondes, est-ce que ça va durer longtemps, ce débat-là, devant les tribunaux? Bon, écoutez, c'est en première instance, peut-être dépendamment de la décision du juge ou de la juge de première instance, il y aura appel. Qui sait, peut-être ça ira jusqu'à la Cour suprême du Canada. Qu'est-ce qui est certain, c'est que ces questions qui touchent la monarchie sont chères au gouvernement actuel de M. Harper. C'est les avocats aussi qui vont être contents. M. Beaulac, merci beaucoup. Un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée.